Bienvenue sur Sombres Histoires Criminelles, là où l'ombre des crimes se mêle à la réalité. Ici, chaque histoire que vous entendrez n'a jamais eu lieu, mais elle aurait très bien pu. Inspirés des faits réels, nos récits plongent dans les tréfonds de l'âme humaine, là où la fiction et la vérité se frôlent. Préparez-vous à découvrir ce qui se cache derrière le masque de l'imagination criminelle. Chaque histoire est inventée, mais s'inspire des plus sombres réalités. Vous ne regarderez plus jamais les crimes de la même manière. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de liker pour ne rien manquer de nos récits les plus sombres. Bella Swan est née le 11 avril 1971, dans une famille aimante composée de ses parents, Charlie et Renee Swan, ainsi que de ses deux frères, David et Andrew. Ceux qui ont eu la chance de la connaître la décrivaient comme une amie exceptionnelle, toujours attentionnée et d'une grande intelligence. C'est en 1988, alors qu'elle était encore au lycée, qu'elle a rencontré celui qui allait devenir son époux, Edward Cullen. Après 6 années de relation, ils se sont mariés. Edward, un talentueux joueur de baseball, avait même signé un contrat avec les Toronto Blue Jays. Pendant ce temps, Bella poursuivait ses études en éducation à l'université. Malheureusement, la carrière prometteuse de Edward a été brutalement interrompue par une blessure grave, le poussant à se réinventer dans une autre voie, l'horticulture. De son côté, Bella enseignait depuis 4 ans quand Edward a lancé son entreprise de paysagisme qui a rapidement prospéré. Ensemble, ils ont eu 2 filles, Mallory et Macy, et menaient ce qui semblait être une vie idyllique dans l'Indiana. Mais cette tranquillité a été bouleversée lorsque Bella a reçu un diagnostic accablant, un lymphome de Hodgkin. Bella a combattu le cancer à 2 reprises, un véritable exploit qui témoignait de sa force. En 2018, les Cullen ont décidé de déménager à Mayville, au Colorado, pour repartir à zéro. Ce changement avait aussi pour but de se rapprocher de leur fille Mallory, qui étudiait à l'université de Western State. Ils ont emménagé dans une superbe propriété de 7 hectares, un cadre idyllique où Edward pouvait s'adonner à sa passion pour la chasse. Tout en poursuivant son travail d'entrepreneur, Edward s'était également engagé comme pompier volontaire. De son côté, Bella avait quitté l'enseignement pour se consacrer davantage à l'Église et découvrir de nouvelles activités, comme le VTT. Vue de l'extérieur, la famille Cullen semblait incarner le bonheur parfait. Mais comme souvent, les apparences peuvent être trompeuses. Des tensions couvaient en silence, prêtes à éclater, et tout allait changer dramatiquement après les événements du 10 mai 2020. Ce jour-là, la fête des mères n'a pas commencé comme d'habitude dans la maison des Cullen. Edward et les filles étaient absents, laissant Bella seule. Edward avait affirmé avoir un rendez-vous professionnel à Broomfield, à environ 3 heures de route de Mayville, tandis que Mallory et Macy étaient partis camper. Edward et les filles avaient prévu de rentrer à la maison ce soir-là pour célébrer la fête des mères avec Bella. Cependant, cette réunion tant attendue n'a jamais eu lieu. En fin de journée, les filles ont envoyé un message à leur mère pour lui souhaiter une bonne fête des mères, mais aucune réponse ne leur est parvenue. Cela a immédiatement semblé étrange, car Bella était habituellement très active sur les réseaux sociaux. De plus, elle attendait avec impatience des nouvelles du mariage de la fille de sa meilleure amie et devait certainement avoir son téléphone à portée de main pour voir les photos. Les heures ont passé, et l'inquiétude grandissait. Ne parvenant toujours pas à joindre leur mère, Mallory et Macy ont décidé de prendre les devants. Elles ont contacté un voisin, Martin Ritter, ainsi que sa femme, pour leur demander d'aller vérifier si tout allait bien chez Bella. Vers 16h ou 16h30, Madame Ritter s'est rendue chez les Cullen, mais elle n'a trouvé qu'une maison vide, calme et silencieuse. Inquiète, elle a aussitôt appelé Edward pour lui faire part de la situation. À ce moment-là, il lui a demandé de vérifier si le vélo de montagne de Bella était toujours là. En cas d'absence, il lui a conseillé d'alerter immédiatement la police. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Lorsque la police est arrivée à la résidence des Cullen, Edward et ses filles sont rentrés en toute hâte, désespérés de savoir où se trouvait Bella et surtout dans quel état elle pouvait être. Les autorités se sont rapidement mises au travail et quelques heures après le début des recherches, elles ont fait une découverte qui allait bouleverser le cours de l'enquête. 2 adjoints ont retrouvé le vélo de montagne de Bella, abandonné dans un ravin escarpé à proximité de la maison familiale.
Sur le coup, la découverte pouvait laisser penser que Bella avait été victime d'un accident. Cependant, en examinant de plus près la scène, les adjoints ont vite écarté cette hypothèse. Le vélo, tout comme la végétation environnante, ne présentait aucun signe de lutte. Il n'y avait aucune trace de freinage, ni aucun dommage sur le vélo, malgré sa chute dans le ravin. Aucune goutte de sang n'a été trouvée, et la végétation était restée intacte, sans la moindre perturbation. Tout cela les a conduits à une conclusion troublante. Le vélo avait été délibérément placé là par quelqu'un. Lorsque la police a présenté ces informations à Edward, sa réaction a été pour le moins étrange. Il a immédiatement avancé une théorie surprenante. Selon lui, un puma aurait pu être responsable de la disparition. Ce raisonnement, à la fois inattendu et invraisemblable, n'allait être que le début d'une série d'histoires farfelues qu'il fournirait aux enquêteurs tout au long de leurs recherches pour retrouver sa femme. Beaucoup ont trouvé le comportement de Edward après la disparition de Bella pour le moins troublant. Dans une conversation enregistrée en secret avec le YouTuber Tyson Draper, Edward a approfondi sa théorie concernant le puma, un détail qui n'a fait qu'ajouter à l'étrangeté de ses explications. De plus, il était absent des recherches organisées par Andrew, le frère de Bella, ce qui a semé encore plus de doutes. Andrew, lui, ne croyait pas à l'histoire du vélo. Selon lui, Bella aurait pu être enlevée dès le 9 mai, et non le jour de la fête des mères, comme Edward le soutenait. Les soupçons se sont encore accentués lorsque le casque de Bella a été retrouvé à 1 mile de la maison des Cullen, exactement dans la direction indiquée par les données télémétriques du camion de Edward, qu'il avait utilisé ce matin-là. Ce qui aurait pu passer pour une coïncidence troublante a pris une autre tournure quand les enquêteurs ont remarqué que cette découverte se trouvait dans la direction opposée à celle du chantier de Broomfield, où Edward était censé se rendre. Lors de son premier entretien avec les enquêteurs, il a affirmé s'être réveillé à 4 heures du matin, réveillé par son alarme, avant de partir immédiatement pour Broomfield. Cependant, les données télémétriques de son Ford F350 ont révélé un détail troublant. Avant de se rendre au chantier, Edward avait roulé 1 mile vers l'ouest, un itinéraire qui ne correspondait pas à son emploi du temps supposé. Confronté à ces informations, il a donné une explication qui semblait pratique sur le moment. Il a affirmé qu'il s'était levé plus tôt ce matin-là, aux alentours de 4h30, pour chercher des élans, curieux de savoir dans quelle direction il se dirigeait, afin de les suivre plus tard. Apparemment, il avait l'habitude de tranquilliser les élans et de leur retirer leur bois, qu'il revendait ensuite. Cependant, lorsque les enquêteurs ont souligné l'incohérence dans son récit, à savoir qu'il ne pouvait pas être en train de traquer des élans à 4h30 du matin, s'il venait tout juste de se réveiller à cette heure-là, Edward a brusquement modifié son histoire. Il a alors affirmé qu'il ne s'était pas réveillé grâce à son réveil, mais qu'il s'était levé tout seul, sans alarme. Ce changement de version n'a fait qu'accentuer les doutes autour de lui. Et lorsqu'il a été interrogé plus spécifiquement sur le jour de la disparition de Bella, il a étonnamment décrit cette journée comme étant l'une des meilleures que le couple avait vécues depuis longtemps. Edward avait affirmé qu'il avait travaillé avec un collègue à Salida ce matin-là, puis qu'il était rentré tôt à la maison, où il avait fait une randonnée avec Bella. Ensuite, selon ses dires, ils auraient préparé des steaks sur le grill, partagé un moment intime, et se seraient couchés ensemble. Il a même suggéré que ce moment pourrait être la dernière fois qu'ils se seraient vus. Mais, comme il s'est avéré, il n'était pas le témoin le plus fiable. Lorsque la police a commencé à creuser dans les détails, elle a découvert qu'il avait menti sur presque tout ce qui s'était passé cette nuit-là. Les enquêteurs ont vite compris que quelque chose ne collait pas en examinant les données téléphoniques et la télémétrie de son véhicule pour le 9 mai 2020. Même si Edward et Bella avaient passé l'après-midi et la soirée ensemble, les faits ne correspondaient pas du tout à son récit. Entre minuit 42 et 2h44, un premier écart significatif est apparu. Les données du téléphone de Edward ont révélé des mouvements erratiques autour de la propriété, des déplacements qui ne s'expliquaient pas par son histoire. Quand les enquêteurs l'ont confronté à ces faits, Edward a fourni une réponse surprenante. Selon lui, il chassait probablement des tamias avec des tranquillisants. À 14h47, Edward a mis son téléphone en mode avion et l'a gardé ainsi jusqu'à 22h17, ce qui a immédiatement éveillé les soupçons des enquêteurs. Même le dîner de steak qu'il a prétendu avoir partagé avec Bella a été mis en doute. En effet, lors de leur enquête,
Les policiers n'ont trouvé qu'une seule assiette sale, et non deux, comme Edward l'avait affirmé. Au fil de la nuit, d'autres éléments étranges ont continué d'apparaître sur la propriété des Cullen. Un détail particulièrement troublant a été relevé à 21h30, soit environ 1 heure après que Edward ait déclaré s'être endormi avec Bella. Les données télémétriques de son véhicule ont montré que sa voiture avait reculé de 49 pieds dans l'allée. Les enquêteurs ont alors émis l'hypothèse que ce moment pouvait être celui où Edward, s'il était coupable, aurait pu charger le corps de Bella dans son camion. Entre 3h25 et 3h48 du matin, les données ont révélé un autre comportement étrange. La porte de son camion s'était ouverte et refermée plus de 80 fois. Bien que cela reste circonstanciel, ces éléments pointaient vers une conclusion évidente. Edward ne divulguait pas tout à la police. Cela a conduit les enquêteurs à approfondir encore plus leur examen des événements du 10 mai à la recherche de la vérité. Les entretiens avec les collègues de Edward ont révélé un fait déconcertant. Ils n'étaient même pas censés se trouver à Broomfield ce jour-là. Leur contrat de travail ne devait débuter que la semaine suivante, ce qui signifiait qu'ils n'avaient aucune raison professionnelle d'être sur place. Selon Edward, son emploi du temps ce jour-là se limitait à une visite rapide au Holiday Inn, un coup d'œil au chantier, un passage dans un magasin pour acheter des céréales et de l'eau, ainsi qu'un arrêt chez McDonald's pour nettoyer son pare-brise. Cependant, les images de surveillance obtenues par le Colorado Bureau of Investigation ont rapidement démystifié cette version. Edward a été filmé en train de jeter 5 sacs poubelles près du McDonald's et du Holiday Inn, une action qui n'apparaissait pas dans son récit initial. Lorsqu'il a été confronté à ces images, il a donné une explication pour le moins étrange. Selon lui, il cherchait simplement à nettoyer sa voiture sans payer de frais pour une élimination appropriée des déchets. Une justification qui, sans surprise, n'a pas tenu longtemps. Les doutes à son égard se sont encore renforcés lorsque les agents ont inspecté sa voiture et découvert des incohérences. De plus, un collègue a rapporté une forte odeur d'eau de javel et de chlore dans la chambre d'hôtel de Edward, à peine 1 jour après la disparition de Bella. Les enquêteurs ont également découvert que Edward avait changé de vêtements à plusieurs reprises au cours de cette journée fatidique. Bien que ses actions aient semblé de plus en plus suspectes, un élément crucial manquait encore, le motif. C'est alors que l'enquête a pris une nouvelle tournure, lorsqu'ils se sont penchés de plus près sur la vie personnelle du couple. La fille de Bella a révélé que, contrairement à l'image idyllique que Edward essayait de dépeindre, leurs parents n'étaient pas aussi heureux qu'ils le laissaient entendre. Les messages textuels récupérés sur le téléphone de Bella, ainsi que d'autres effets personnels trouvés dans leur maison, en disaient long sur l'état de leur relation. Parler de problèmes conjugaux serait un doux euphémisme. Bella était profondément malheureuse et se sentait piégée dans un mariage où son mari refusait catégoriquement d'envisager l'idée du divorce. Ce sentiment de détresse était encore plus évident dans l'application Notes de son téléphone. Elle y avait rédigé une liste de griefs, détaillant des moments d'abus physiques et émotionnels, dessinant un schéma troublant d'une relation toxique. Bella avait même confié qu'elle redoutait d'être seule avec Edward dans une pièce, une peur qui en disait long sur l'état de leur relation. Elle s'inquiétait également de sa consommation d'alcool, de ses tentatives répétées de s'emparer de son téléphone, et elle avait même commencé à soupçonner qu'il lui était infidèle. Le 20 mai, lorsque la police a perquisitionné la maison des Cullen, elle a fait une découverte étonnante. Un stylo espion que Bella avait acheté pour surprendre Edward en flagrant délit. Ironiquement, ce stylo a enregistré l'infidélité de Bella elle-même, pas celle de son mari. Bella avait en effet renoué avec un ancien amour, un homme nommé Jeff, qu'elle avait rencontré au lycée. Leur liaison aurait duré 1 an et demi, débutant aux alentours de 2018. Bien que Jeff puisse paraître être un suspect évident dans la disparition, la police l'a rapidement disculpé de toute implication. Les enquêteurs ont plutôt tourné leur attention vers Edward, soupçonnant qu'il avait découvert l'infidélité de sa femme. Une note écrite par elle 2 jours avant sa disparition semblait corroborer cette hypothèse. Dans cette note, Edward l'accusait d'avoir un petit ami, un signe que la tension montait dans le couple. Le stylo espion, bien que crucial dans la découverte de la liaison, n'était pas la seule trouvaille inquiétante lors de la perquisition. Les enquêteurs ont aussi découvert un capuchon de dard tranquillisant dans le sèche-linge, une douille de balle usée dans la chambre à coucher, une large fissure dans le cadre de la porte
et ce qu'il pensait être les restes brûlés du journal de Bella dans la cheminée. Tous ces éléments, combinés aux données télémétriques du véhicule de Edward, laissaient à penser qu'il avait peut-être planifié le meurtre de Bella et l'avait tuée à un moment donné dans l'après-midi du 9 mai 2020. Les données du téléphone de Bella renforçaient cette hypothèse. Après avoir envoyé 53 messages à son amant, Jeff, et lui avoir envoyé un selfie vers 14h10, son téléphone est resté silencieux. Elle ne l'a plus jamais utilisé. Le public n'a découvert que Edward était un suspect dans la disparition de Bella que 2 semaines plus tard, lorsque la police a procédé à une excavation de 2 jours sur un chantier à Salida, l'un des lieux de travail de Edward. En réponse à cette opération, il a publié une vidéo étrange où il clamait son innocence, essayant désespérément de se disculper. Ce n'est que le 5 mai 2021, presque un an après le début de l'enquête, que Edward Cullen a finalement été arrêté. Bien que les preuves à son encontre soient essentiellement circonstancielles, ses récits changeants, ses nombreux mensonges et le motif évident ont donné à l'accusation une certaine assurance dans leur dossier. Edward a été inculpé pour meurtre au premier degré de sa femme, manipulation de preuves physiques, possession d'une arme dangereuse, ainsi que tentative d'influence sur un fonctionnaire public. Comme si cela ne suffisait pas, il a également été accusé d'avoir frauduleusement déposé un bulletin de vote au nom de Bella lors des élections. Sa justification? Il a affirmé qu'il ne savait pas que c'était illégal et que, selon lui, Trump aurait pu avoir besoin de ce vote supplémentaire. En août 2021, Edward a plaidé coupable à cette accusation et a été condamné à une amende de $600. C'est également en août de la même année qu'une audience préliminaire a eu lieu pour déterminer si le dossier contre Edward serait porté devant un tribunal. C'est durant cette période que la plupart des informations concernant l'affaire ont été rendues publiques. Pendant 4 jours, l'accusation a méthodiquement présenté les preuves accumulées et exposé sa théorie sur ce qu'elle croyait s'être réellement passé. Selon eux, Edward aurait tué Bella le 9 mai 2020, démembré son corps dans une chambre d'hôtel, puis se serait débarrassé des outils utilisés avant d'enterrer le corps dans une tombe non marquée. Cependant, la défense de Edward a vigoureusement contesté cette version des faits. Ils ont mis en lumière les lacunes du dossier de l'accusation, notamment l'absence de preuves matérielles cruciales. En effet, les chiens cadavres n'ont détecté aucun signe de restes humains, ni dans la voiture de Edward, ni dans la chambre d'hôtel où il aurait prétendument amené le corps de Bella. La défense a également suggéré que le capuchon de dard tranquillisant, retrouvé dans le sèche-linge de la maison des Cullen, aurait pu être placé là délibérément. Ils ont mis en avant des incohérences visuelles dans les photos prises du sèche-linge. Sur l'une, le capuchon était visible, mais sur une autre, il avait disparu. De plus, ils ont affirmé qu'il aurait été impossible pour Edward d'utiliser son pistolet à dard dans le cadre du meurtre présumé, car cet outil était cassé au moment des faits. Cependant, le point fort de la défense résidait dans la découverte d'un ADN partiel dans le Range Rover de Bella, ainsi que sur son casque de vélo. Ce qui rendait cette découverte capitale, c'est que l'ADN ne correspondait pas à celui de Edward, mais plutôt à celui retrouvé dans 3 affaires non résolues d'agression sexuelle à Chicago et en Arizona. Ce lien inattendu a soulevé un doute raisonnable quant à l'implication de Edward dans la disparition de Bella. Pourquoi cette information n'avait-elle pas été mentionnée plus tôt? La réponse est venue d'un détail bureaucratique. L'enquêteur du CBI, responsable de la collecte des preuves, était parti en congé militaire avant de pouvoir suivre cette piste. Pour aggraver la situation, la défense a appris lors de l'audience qu'elle n'avait jamais été informée de l'existence des correspondances ADN étrangères. Cela signifiait que l'accusation avait omis de partager des preuves potentiellement disculpatoires, qui auraient pu être cruciales pour la défense de Edward. Ce manquement soulevait une grave question d'équité et de transparence dans l'enquête. Tout au long de l'audience, la défense a fermement soutenu que l'existence d'un autre suspect avec un casier judiciaire créait un doute raisonnable. Ils ont insisté sur le fait que l'accusation ne disposait pas de preuves suffisantes pour démontrer la culpabilité de Edward dans le meurtre de Bella. Malgré ces arguments, le juge n'a pas immédiatement rendu sa décision. Étrangement, il a choisi de reporter sa décision, soulignant les centaines d'heures de travail et les ressources considérables investies dans l'affaire.
Finalement, ce n'est que le 7 septembre que le juge a pris sa décision. L'affaire contre Edward Cullen se poursuivrait. En outre, sa caution a été fixée à 500 000 $. Edward est sorti de la prison du comté le 20 septembre 2021, accompagné de ses filles après avoir passé un temps significatif en détention. 9 jours avant le début prévu du procès, l'accusation a déposé une motion pour abandonner toutes les charges contre lui, et ce, sans préjudice. Cela signifiait que les poursuites pouvaient être relancées à tout moment, si de nouvelles preuves venaient à être découvertes. Le dossier contre Edward avait rencontré plusieurs obstacles: l'absence de corps, les doutes raisonnables concernant sa culpabilité et des comportements problématiques de la part de l'accusation. En effet, cette dernière avait manqué plusieurs échéances cruciales, entraînant des sanctions sévères, dont l'exclusion de 14 témoins clés du procès. Ces erreurs, combinées aux preuves circonstancielles et aux failles dans l'enquête, rendaient la victoire difficile à atteindre pour l'accusation. Le monde entier a été stupéfait lorsque l'annonce de l'abandon des charges a été rendue publique. Edward, souriant largement, a été vu quittant le palais de justice, entouré de ses 2 filles, une image qui a marqué les esprits. Cependant, un nouveau développement a bouleversé l'affaire. Le 22 septembre 2023, un groupe d'enquêteurs a exhumé plusieurs tombes peu profondes à Moffett, dans le Colorado. Ce qu'ils ont découvert a fait basculer l'enquête. Les restes de Bella ont été identifiés grâce à ses dossiers dentaires et à des traces de chimiothérapie qu'elle avait subies. Les restes de Bella ont été retrouvés à plus de 50 000 km, en dehors de la zone de recherche initialement prévue, une zone qui incluait principalement les montagnes autour de la propriété de Edward. Avec cette découverte, de nombreuses questions se posent sur le statut de Edward en tant que suspect. Bien que la police soit certaine que le camion de Edward n'était pas à Moffett les 9 et 10 mai, certains spéculent qu'il aurait pu recevoir de l'aide pour dissimuler le corps. Il est également envisagé qu'il aurait pu faire le voyage jusqu'à Moffett à un autre moment pour enterrer le corps avant de retourner discrètement. Certains suggèrent que si les enquêteurs obtenaient une assignation pour examiner les données téléphoniques et de véhicules sur une période plus longue, ils pourraient peut-être établir un lien entre Edward et l'endroit où les restes de Bella ont été découverts. Mais pour l'instant, Edward semble hors de cause, du moins techniquement. Cela dit, la police et le bureau du procureur de district n'ont pas encore abandonné leurs efforts pour élucider cette affaire. Le procureur du 12e district judiciaire a confié à CNN que l'enquête restait en cours et que davantage d'informations étaient nécessaires avant de pouvoir commenter. Bien qu'ils ne puissent pas fournir de détails supplémentaires pour le moment, ils ont exprimé leurs sincères condoléances à la famille de Bella. Iris Hayton, l'avocate de Edward, a été très vocale depuis la découverte des restes de Bella, adoptant une position ferme en faveur de son client. Elle a laissé entendre que Bella pourrait avoir été l'une des nombreuses victimes d'un tueur en série, surtout en raison de la localisation de ses restes dans ce qu'elle qualifie de cimetière d'ossements. Selon elle, cette hypothèse est bien plus plausible que celle accusant Edward. Hayton estime que Edward a été injustement ciblé par les forces de l'ordre dès le début de l'enquête et espère que les autorités finiront par reconnaître leurs erreurs. En parallèle, Edward a lancé une action en justice de 15 millions de dollars contre les procureurs, le bureau du shérif et plusieurs enquêteurs. Il affirme avoir été accusé à tort de la disparition et de la mort de Bella, ce qui a gravement affecté sa vie et sa réputation. Ce procès pourrait non seulement tenter de rétablir la justice pour lui, mais aussi mettre en lumière les possibles erreurs et défaillances des forces de l'ordre dans cette affaire complexe et médiatisée. Et voilà, c'était une autre sombre histoire criminelle où la fiction flirte avec la réalité. Si ce récit vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires sombres. Restez prudents, car parfois la vérité dépasse la fiction. À bientôt sur Sombres histoires criminelles.